Vous avez aimé le dernier épisode, donc aujourd'hui, on va de nouveau parler de 5 boogeyman du format. Des commanders qui sont toujours forts, peu importe s'ils contiennent ou non la carte, et qui donc effraient toujours les personnes contre qui vous allez jouer, même si vous ne jouez pas la carte ou le deck. On commencerait pas directement par l'oiseau, avant qu'il se fasse ban? Nadu est bien évidemment arrivé sur cette liste, même si le principal problème de Nadu, comme je l'ai expliqué précédemment dans mon top MH3, est son incapacité à terminer une game de manière consistante. Parce que oui, aussi étrange que cela soit, Kinan reste le meilleur commander en Simic, parce qu'il termine les games, d'où le problème de Nadu. Si vous passez la partie à jouer tout seul parce que votre oiseau passe son temps à piocher, mais ne vous fait pas trouver votre carte pour gagner, vous ennuyez tout le monde. Mais clairement, Nadu est fort. Il arrivera toujours sur le board vers le tour 2, parce que oui, on est en vert, et qu'après ça, il va être difficile à déloger, parce qu'on est aussi en bleu. Sa capacité, dont j'ai déjà parlé dans la même vidéo que citée précédemment, aurait pu être moins bonne à plusieurs endroits différents, pour qu'il soit moins fort, tout en restant tout de même dans les cartes qui finissent dans cette vidéo. Mais bon, cette capacité, on est là pour l'analyser un peu plus. Elle dit que chaque créature que vous contrôlez gagne, à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité, révélez la première carte de votre bibliothèque, si c'est un terrain, mettez-le sur le champ de bataille, sinon, mettez-le dans votre main. Cette capacité ne se déclenche que 2 fois par tour. 2 déclenchements par tour, c'est déjà plus que ce que Wizard nous avait habitué récemment. Mais alors, 2 fois par créature, ça commence doucement à ressembler à faites-le autant que vous le désirez, et autant dire les choses comme elles sont, s'il pouvait le faire indéfiniment, le deck verrait une menace de bannissement parce qu'il est beaucoup trop fort, au lieu d'être sous cette menace parce qu'il est ennuyeux de jouer contre lui. Mais en plus, cette capacité trigger aussi quand vos adversaires essayent de se débarrasser de l'oiseau. Ce qui veut dire qu'en réponse au removal de vos adversaires, vous allez mettre une carte dans votre main, puisque vous ne la piochez pas, carte qui sera peut-être un contre-sort pour le protéger du removal qui se dirigeait vers lui. Donc en résumé, Nadu a tout sur lui, et transfère cette capacité à toutes vos créatures. Cette capacité lui donne le droit de jouer seul, lui permet de piocher, enfin, de mettre dans la main de son propriétaire, de rampe, lorsque ce dernier pioche un terrain. S'il pioche une créature, ça lui permettra de relancer son effet, et donc de recommencer une boucle. Certaines des créatures profitent même parfois du fait que vous jouiez des terrains, comme Skewed Swarm par exemple, créant donc de nouvelles créatures, et donc des nouveaux triggers. Mais en plus, cette capacité lui permet de se protéger, ou au moins d'essayer, puisqu'à chaque fois que quelqu'un tentera de le retirer, Nadu permettra à son propriétaire d'avoir une chance de le faire survivre. Citis est une enchanteresse. Les enchantresses, comme leur nom l'indique, sont des cartes qui ont un effet en rapport avec les enchantements, et bien souvent, cet effet est lié à la pioche. Citis ne déroge pas à la règle. De la même manière que Nadu, Citis est un deck qui gagne souvent après avoir pioché un nombre indéterminé de fois, et après avoir récupéré un nombre indéterminé de mana, mais cette fois-ci, le tout s'est déroulé par le biais d'enchantements, qui sont bien souvent des enchantements augmentant votre mana disponible, quand ils ne sont pas des enchantements qui ralentissent tout le monde, ou des enchantements pour la protéger. Faut dire les choses, Citis est moins forte que Winota, car elle snowball moins vite que cette dernière, mais dès qu'elle a snowball, le joueur qui la joue a assez de mana pour la relancer. Et donc, lancer un removal sur elle serait déjà trop tard, puisqu'au pire, vous ne feriez que ralentir la game. Notez aussi que même si vous pouvez contrer le sort d'enchantement, Citis fonctionne tout comme l'enchantresse argosienne, et donc même si le sort est contré, la carte sera piochée, donnant une nouvelle possibilité à l'enchantresse de continuer sa boucle. Ensuite, prenons le cas où vous ne jouez pas une liste parfaite, mais simplement avec les enchantements que vous possédez. Sachez que dans le pire des cas, votre deck sera très bon, parce que les cartes les plus importantes de ce deck sont celles qui font plus de mana. Et ces enchantements sont les moins chers. Je sais pas pourquoi, mais j'arrivais pas à le dire celui-là. En résumé, Citis est un danger parce qu'elle permet de piocher. Et ce, même si les enchantements n'arrivent pas sur le champ de bataille, tout comme Nadu, elle a la capacité de jouer toute seule pendant assez longtemps, et elle va pouvoir utiliser les cartes piochées pour rampe, ce qui lui permet de snowball assez vite, même avec une decklist peu onéreuse. Et dès qu'elle a snowball, vu son coût de mana dérisoire, il sera quasiment impossible de ne pas la revoir rentrer sur le champ de bataille au tour suivant, si tant est qu'il y en ait un. Il est rare de ne pas avoir un bon deck quand le commander parle d'arrivée en jeu multipliée. Que ce soit avec des cartes qui sont dans un budget ou non, doubler un effet d'arrivée en jeu a toujours été très fort. Et plus la carte coûte cher dans la vie réelle, plus il y a des chances que doubler un effet soit très bénéfique à un deck. Ce que je viens de dire n'est pas toujours vrai, mais a souvent tendance à se confirmer. Ça n'empêche pas à Yarok de pouvoir utiliser des cartes comme Muldrifter, et de les utiliser 2 fois mieux que tout autre commandant n'ayant pas sa clause. Et c'est bête hein, mais quand n'importe quelle carte qu'un adversaire pourrait avoir est 2 fois plus forte de votre côté du champ de bataille,
c'est difficile de ne pas prendre l'avantage. Yarok n'a jamais vraiment été au niveau des autres. Et encore moins depuis que la méta CEDH a switché. À l'époque de Flash Hulk, il pouvait apparaître de temps à autre. Dans l'ère de Thassa's Oracle, qui gagne sur un trigger, il n'y a pas spécialement besoin d'en avoir deux, sauf pour contrer Stifle. Mais dans cette ère, il a toujours accès à Spellseeker, avec lequel il est un des seuls à partir en combo pour aller piocher de manière infinie et faire du mana infini grâce à un reset par exemple. La seconde à pouvoir le faire étant Inala. On ne va pas spécialement s'éloigner un peu plus de cette capacité, mais juste faire un petit rappel. Si vous piochez 2 fois mieux grâce à un Muldrifter, vous allez récupérer 2 fois plus de cartes dans votre cimetière grâce à un Eternal Witness, etc. etc. Donc si vous construisez votre deck autour de votre commandant, ce qui normalement est la façon de faire, il sera toujours une bonne carte dans votre deck. Pas au point d'être aussi bon que les decks CEDH, mais je me dois aussi de vous parler de decks qui ne sont pas forcément CEDH, mais qui restent quand même forts. Pour terminer, on se trouve en Sultai, couleur reconnue pour ses capacités de rampe et de récursion offertes par le vert et le noir, mais aussi et surtout de protection et de contrôle offerts par le trio magique. En résumé, Yarok fera toujours tout 2 fois mieux que ce que vos adversaires le font. Sauf si vos adversaires jouent Yarok, que ce soit de la pioche, du ramp ou de la récursion, puisque tous ces effets peuvent se trouver sur des permanents entrant en jeu. Il permet d'être une pièce de combo dans la zone de commandement et se trouve bien évidemment dans des couleurs qui lui permettent de se diriger vers différents plans de jeu, comme la protection, la réanimation ou même les grosses créatures. Est-il CEDH ? De nouveau, non. Est-il capable de retourner une table entière et ce, rapidement ? Bien sûr que oui. Mais alors comment ? Voya se trouve en Naya, et ses couleurs en CEDH demandent surtout que vous jouiez des cartes de stacks pour gagner plus tard avec des combos contenant Kikijiki avec Birthing Pod. Or, Voya n'a que très peu d'intérêt à avoir ces cartes dans son deck, puisqu'elles ne sont ni des elfes, ni des loups. Toujours est-il que Voya possède des capacités qui peuvent le rendre difficile à gérer. Tout d'abord, la vigilance et le piétinement, mêlés à sa deuxième capacité, lui permettant d'être plus dangereux lorsqu'il attaque. Elles le rendent difficile à bloquer, car il devient de plus en plus fort à chacune de vos phases d'attaque, en plus de vous permettre de piocher avant même d'avoir eu à infliger des dégâts. Je rappelle qu'on est dans des couleurs où l'on peut jouer reconnaissance pour le retirer du combat si jamais il était en danger, mais de quand même faire grossir tout le board, en plus d'au minimum piocher une carte puisqu'il est un loup. Mais puisque ce n'est pas suffisant, rappelons qu'il a la vigilance, donc après avoir attaqué, il sera toujours là pour défendre. Pour le faire grossir, il faut des elfes, et la plupart des manas d'or que vous jouerez en seront. Et je peux vous dire, ils sont nombreux les elfes qui font du mana. Mais en plus, ils vous permettront de jouer Voya très tôt dans la partie. Passons le fait qu'il puisse y avoir plus d'une carte piochée par combat, en jouant des elfes qui font des loups, comme Tolsimir, des cartes avec le type loup bien évidemment, Roaming Throne, ou encore grâce à Masclo Nexus et au Shapeshifter. Parce qu'en plus de tout ça, Voya dispose de Ward. Vraiment, pour le coup on a de la chance que la défense talismanique ait quasiment disparu. Parce que déjà avec Ward 3, j'ai pas envie de caster un sort qui le ciblerait. Imaginez si je pouvais simplement pas le faire. En résumé, Voya snowball assez rapidement, car ce sont les cartes jouées habituellement dans ses couleurs qui le rendent plus agressif. Ces dernières sont aussi des cartes qui lui permettent d'arriver plus tôt sur le terrain, il a un moyen de piocher intégré, et pour ne rien oublier, un moyen de se protéger. Commençons par le début. Urza coûte 3 mana pour une 1-4. Comment ça, je me suis trompé ? Ah non, je pense pas, non. Il arrive avec un joli petit token qui sera au minimum une 1-1. Mais je doute qu'il ne soit qu'une 1-1. Et ce jeton peut s'engager directement pour fournir un mana bleu. Donc 4 moins 1, ça fait 3. Plus sérieusement, il coûte 4, mais sera remboursé à hauteur de 25% par la sécurité sociale des artificiers. Toujours est-il que même si je rigole avec cette capacité, Urza possède un moyen de rampe intégré, dans un deck qui profitera au max de ses constructions, mais aussi des fast mana. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais émettre un doute concernant la force et l'endurance de notre token. En continuant vite fait sur les fast mana, chacun d'entre eux coûtant 0 mana devient Mox Saphir dès qu'Urza rentre en jeu. Et pour ceux du fond de la classe qui auraient oublié, c'est une carte bannie ou illégale dans tous les formats. Sauf un, le Vintage, format dans lequel elle est restreinte à une par deck. Ce qui veut dire qu'Urza vous donne la possibilité de jouer des cartes qui, après son arrivée en jeu, deviendront l'équivalent d'une carte bannie, mais en plus, de passer outre la restriction qu'elle a dans le seul format où elle peut être jouée. Ai-je besoin de continuer ? D'accord. Merci d'avoir regardé la vidéo. Autant vous dire que, si vous voyez 2 artefacts dégagés, vous n'avez simplement pas le droit de rêver, ou d'oublier la capacité l'instant d'une seconde. Parce que dans les cas énoncés, il y a d'énormes chances que vous vous fassiez contrer. Passons à la dernière capacité, pour 5 mana, mélangez votre bibliothèque, exilez la première carte de cette dernière, jusqu'à la fin du tour,
vous pouvez jouer cette carte sans payer son coup de mana. Alors oui, il faut mélanger le deck, pour éviter de trop tricher et de gagner de manière instantanée. Après, si vous avez du mana infini, vous pouvez jouer tout votre deck, et donc gagner de manière instantanée. Et au pire, si on se trouve dans un deck un peu plus casual, vous pourrez pour 5 mana obtenir une carte qui coûte bien plus, et la lancer sans payer son coup de mana. Cette capacité étant moins utile dans un deck CEDH, hormis lorsqu'on a du mana infini, pour la simple et bonne raison que vos sorts coûtent moins de 5 mana à lancer. Donc, en résumé, Urza possède du ramp, ce qui est assez rare à souligner sur une créature mono bleue. Il arrive avec une créature qui servira à vous protéger des dégâts, mais aussi à vous protéger des sorts adverses. De nouveau, grâce au ramp intégré, dans le plan de jeu où quelqu'un vous empêcherait de jouer des cartes qui font gagner, ces tokens pourront aussi infliger quelques dégâts. Et pour finir, Urza vous permet d'exiler et de jouer gratuitement la carte exilée, et ce de manière multiple, permettant d'abuser de la situation dans le cas où vous obtenez du mana infini. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à laisser en commentaire le commander que vous voudriez voir la prochaine fois dans ce top 5. Et surtout un grand merci parce que maintenant on a plus de 500 abonnés. Et même si ça a l'air très peu, vraiment c'est génial. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire, et surtout à t'abonner si tu ne l'es pas. Tiens, t'es encore là toi? Non, c'est parce qu'il n'y a pas grand chose à voir ici. Enfin, merci, hein, bisous.